Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette 6e édition du Blue Innov Live, l'émission réalisée par le Ouest France Le Marin en partenariat avec le Pôle Mer. Vous le voyez derrière moi, nous avons aujourd'hui posé nos valises à Saint-Malo pour la route du Rhum. Le village a ouvert. Les navires arrivent petit à petit, les IMOCA, les classes 40, les ultimes. Tous les navires sont en train de rentrer dans le port petit à petit. Et pour cette émission dédiée à l'innovation maritime, je serai accompagnée de Michel Desjoyaux. Bonjour Michel. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets de vous présenter cette thématique qui est consacrée à la course au large au cœur des innovations, à la fois pour l'innovation maritime et le transfert de technologies au-delà de ces secteurs, mais aussi sur la réduction de l'impact environnemental de ce sport et de ses prouesses sportives. Donc je vais accueillir Michel Desjoyaux, comme je vous le disais, pour notre éclairage. Bonjour à toutes et à tous. Alors une petite aparté, on a appris il y a quelques instants le décès de Mike Birch. Mike était le vainqueur de la première édition de la Route du Rhum. On se souvient d'un final à l'approche de la ligne d'arrivée incroyable avec le monocoque de Michel Malinowski qui est en tête et puis qui est dépassé par ce petit trimaran jaune mené par ce solide Canadien, frêle mais solide. Et je crois que c'est un moment étonnant qui parte ce matin au moment où justement la route du Rhum se porte très bien. On le voit derrière nous. Je trouve que c'est un joli clin d'œil qui choisit ce moment-là pour nous quitter. Et c'était un symbole de l'aventure qu'est la course au large. Et vous, pour votre part, vous avez aussi remporté la route du Rhum. C'était en 2002. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'était la course à l'époque, à la différence de ce qu'elle est aujourd'hui? On a des sauts technologiques année après année. Mais quel était votre ressenti en passant la ligne d'arrivée en Guadeloupe? En 2002, c'était une édition un peu particulière puisqu'il y avait eu des conditions météo absolument terribles avec des vents de plus de 70 nœuds et de la mer très forte. Alors moi, je n'ai pas eu ça, mais j'étais juste derrière. Et il y a eu une hécatombe notamment chez les multis, chez les trimarans Orma. On est 18 bateaux au départ ici dans le bassin juste derrière et on n'est que 3 à couper la ligne d'arrivée. Donc forcément c'était un soulagement énorme de finir déjà parce que y en a beaucoup qui sont restés sur le bord de la route, quelques-uns ont perdu leur bateau. Mais surtout ça a été des conditions terribles. Maintenant, je crois qu'il y a une évolution régulière de la première édition jusqu'à aujourd'hui, et puis j'espère que ça va continuer surtout. Et les évolutions sont notamment technologiques. On voit aujourd'hui les navires par rapport à la navigation qu'on a pu voir dans les décennies précédentes. Aujourd'hui, on a beaucoup d'assistance, que ce soit satellite ou bien de l'intelligence artificielle à bord. Enfin, qu'est-ce que ces navires qui sont aujourd'hui plus ou moins des Formule 1, qui sont hyper instrumentés, quel est l'état d'un navire aujourd'hui? C'est loin de juste une voile et la propulsion vélique, c'est bien plus. Oui, alors ça reste de la propulsion vélique, ça reste quand même des voiles. C'est un sport mécanique, la voile. À outrance peut-être pour certains, mais voilà, c'est aussi ça qui fait avancer le schmilblick. Et de plus en plus sophistiqué, a fortiori parce que, comme ici sur la route du Rhum ou d'autres courses, quand c'est en solitaire, le marin s'appuie, il n'en a peut-être pas besoin, mais il s'appuie sur tout un tas de technos qui vont lui rendre service, qui vont faire du boulot à sa place, principalement barré par exemple, puisque le pilote automatique est autorisé, pilote électronique, avec de plus en plus de sophistication, des capteurs de plus en plus sophistiqués, précis, et des algorithmes qui sont de plus en plus élaborés, qui prennent en compte de plus en plus de paramètres. Et puis je dirais toute la panoplie des outils qui sont à disposition du marin, que ce soit par exemple pour ne pas casser des foils, pour ne pas casser des mâts, pour connaître en permanence ce qui se passe dans les efforts du bateau. Puis ça va bien évidemment, puisque c'est de la propulsion vélique, donc sur la connaissance du vent, mesure du vent autour du bateau, mesure du vent et prévision de plus en plus sophistiquées, algorithmes de routage. Et puis tout ça, ça emmène un écosystème qui est assez impressionnant. Je ne vais pas faire mon vieux con, mais quand je fais ma première route du Rhum en 2002, je crois qu'on était une des grosses équipes. D'ailleurs, je vois Jeff qui est là, qui en faisait partie. Je crois qu'on était 7 ou 8. Aujourd'hui, 7 ou 8, c'est un tiers d'une équipe d'IMOCA. Donc, et c'est tant mieux parce que on va chercher aussi, du coup, ça ramène de la jeunesse, ça ramène des compétences extérieures. Avant, on vivotait un petit peu sur notre milieu. Mais pour gonfler les équipes, il faut aller chercher à l'extérieur. Et vous avez évoqué les foils, c'est quelque chose qui est très impressionnant
impressionnant quand on voit le départ des courses et ces navires qui volent. Alors, pour vous, en fait, c'est finalement pas si nouveau, mais c'est fascinant. Et de nombreux secteurs économiques s'en inspirent aujourd'hui pour aller plus vite et pour ne plus avoir la prise des vagues, finalement, pour aller plus vite. Oui, alors le foil, c'est un truc qui est très vieux. Éric Tabarly n'a pas été l'inventeur, mais a été un des grands promoteurs de ce principe. Il paraît que déjà en 1880 à peu près, un truc comme ça, il y avait des essais de bateaux montant sur des foils dans la Tamise, tractés par des chevaux sur le chemin de halage de la Tamise. Donc on est loin des foils d'aujourd'hui, bien sûr. Ça a énormément évolué. Le design, la façon de les rendre le plus solide possible, mais le plus fin possible, puisque c'est un petit peu ça la problématique de la conception et de la construction d'un foil. Plus il est épais, plus il est costaud, mais plus il traîne dans l'eau. Et donc, forcément, il faut aller chercher l'optimum de ces solutions-là. Et puis là, aujourd'hui, on voit une démocratisation du foil qui me faisait un petit peu peur au tout début quand il y avait plein de petits bateaux, de petits katas de sport ou même les mottes à foil et maintenant les kite foil, où là on se retrouve avec tout le monde qui joue à ça. Alors moi j'ai un copain qui s'est mis au kite foil, il est avec les combinaisons en Kevlar, des rembourrages en mousse, le casque parce qu'il a peur de se couper et il se coupe de temps en temps. Donc ça fait un peu peur de voir ça. En même temps, c'est génial parce que on sait que c'est très pur, on sait que ça fait un mouvement très propre sur l'eau. D'ailleurs, ça fait beaucoup moins de vagues. C'est comme ça que de loin, on peut voir si c'est un kite ou un foil, une planche classique ou un foil. Et c'est vrai que ça amène pas mal de gains de performance. On le voit sur les bateaux de course au large maintenant, mais on le savait déjà depuis longtemps. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur l'hydroptère, donc avec Alain Thébault, dans les années 92-93, on était pris pour des fous à l'époque, alors que c'était déjà une évidence. Et puis petit à petit, c'est arrivé. Il y a des réglementations qui l'ont interdit, notamment chez les ormas, par exemple. Le but du jeu, il ne fallait pas voler, c'était dangereux. Et puis petit à petit, quelques années plus tard, ça y est, tout le monde veut un foil. Et si à 40 ans, on n'a pas son foil, on a un peu gâché sa vie. Et il y a d'autres allers-retours historiques, si on peut parler de ces transferts de technologie qui viennent. C'est la question de la voile et de la propulsion vélique pour le transport maritime. Historiquement, les navires fonctionnaient à la voile et aujourd'hui, vous travaillez avec Michelin notamment sur un projet de voile gonflable. Oui, il y a 150 ans, le transport maritime se faisait à la voile. Le diesel et la vapeur n'existaient pas encore. Les bateaux, quand ils arrivaient à l'entrée d'un port, ils étaient pris en charge par des chaloupes à rame. Quand ils ne pouvaient plus naviguer avec leur propre voile. Voilà, donc mettre de la propulsion vélique sur du transport maritime, pour moi, ce n'est pas une innovation. C'est pas une régression non plus, au contraire, c'est un retour au bon sens. Et on ne le fait pas comme on le faisait à l'époque. Aujourd'hui, on a une instrumentation, des capteurs qui permettent de perfectionner. Du coup, ça va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces et de savoir, je dirais, vendre ces solutions-là. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de solutions qui existent. Alors, elles ne sont pas toutes sur étagère. Il y en a d'ailleurs étonnamment pas beaucoup sur étagère, mais il y a plein de solutions. On se souvient de l'aile aspirée du commandant Cousteau sur l'Alcyon. Il y a des tubes qui tournent, l'effet Magnus. Il y a des ailes rigides, articulées, pas articulées, réversibles, pas réversibles, symétriques, pas symétriques, des ailes qui s'affalent, des ailes en tissu, comme celle de Michelin, par exemple, gonflables. Et ce qui amène tout ça sur le devant de la scène aujourd'hui, c'est la réglementation, parce que les transporteurs maritimes, jusque-là, ne se préoccupaient pas de ça. Quand on allait les voir en leur disant on peut mettre des voiles sur des bateaux, ils disaient ça m'intéresse pas, le pétrole est pas cher. Et puis quand le pétrole était cher, ils disaient on n'a plus de sous pour investir, pour faire de la recherche. Donc ça n'avançait pas. Donc c'est la réglementation qui les contraint aujourd'hui. Et du coup, et c'est un peu pour ça que je suis là du coup, la course au large aujourd'hui, historiquement, la compétition, c'est quand même ce qui tracte. C'est la même chose dans l'automobile, et c'est la même chose dans la voile.
Et donc, on a l'habitude d'exploiter le vent sous différentes façons. Vous avez quelques bateaux différents dans le port ici. C'est dans la course au large qu'il y a le plus de moyens en voile, en France en tout cas. Et comme en plus, comme je disais tout à l'heure, comme c'est en solitaire, c'est encore plus exigeant en qualité, en assistanat d'une certaine façon. Et donc, c'est par cet écosystème-là qu'il y a plein de solutions qui arrivent, et aussi des gens comme moi, par exemple, mais il y en a d'autres, où on arrive avec un œil différent d'un ingénieur, et aussi, en tant que compétiteur, on est des machines à optimiser, et donc on a un ensemble devant nous, et on va essayer de l'optimiser par rapport à un concept qui existe déjà, parce que les concepts de propulsion vélique, c'est aujourd'hui très très dur d'innover, quasiment tout a été fait. Et la propulsion vélique, elle vient pour décarboner du coup le transport maritime. Et on va aussi se pencher pendant notre deuxième table ronde sur la question de décarboner, en tout cas de réduire l'impact écologique de la course au large. Parce que bien que ce soit propulsé par le vent, ce n'est pas un sport complètement vert, c'est de la fibre de carbone. Non. On a des objectifs de performance de vitesse qui poussent vers des productions qui ne sont pas tout à fait neutres. Très souvent, les gens me disent « Ah, c'est génial la voile, c'est un sport propre et tout. Regardez ce qu'ils font dans les voitures et tout, c'est pas bien. » Je dis « Mais... » Ouais, ok, une fois qu'on prend le départ et que le bateau avance juste avec le vent qui souffle dans les voiles, oui, là, on est propre. Mais avant et après, c'est pas génial. Quand on fait un Vendée Globe aujourd'hui qui dure 3 mois, on va partir aujourd'hui avec 150 litres de gasoil. C'est très peu, c'est ce que bouffe un camion en quelques heures, un semi-remorque en quelques heures. Donc, c'est pas cet impact-là qui est c'est pas génial, mais oui, c'est surtout sur la construction. On est un peu des gosses de riches, on change de bateau presque tous les 4 ans. Une route du Rhum tous les 4 ans, un Vendée Globe tous les 4 ans, c'est un peu ça la périodicité. Et du coup, voilà, il faut qu'on... Alors, on n'a pas à donner des leçons, je pense. Il faut faire très attention au greenwashing. Et à ne pas se faire avoir, et à ne pas se faire emmener dans une spirale de greenwashing. Par contre, on doit être aussi exemplaire, a fortiori, parce qu'on a envie que ça continue et on a envie de léguer des belles choses pour ceux qui arrivent derrière. On en parlera pendant notre deuxième table ronde. Et puis surtout, vous restez parmi nous pour toute l'émission et vous reviendrez en fin d'émission pour nous apporter un peu votre éclairage et comment est-ce que vous avez vécu toutes ces séquences. Donc, merci beaucoup de nous avoir offert cette introduction. Je vous invite à vous qui nous regardez à ne pas hésiter à envoyer vos commentaires sur notre chaîne YouTube pour nous envoyer vos propres questions et pour qu'on puisse un peu faire réagir nos différents intervenants. Et nous allons passer à notre première table ronde qui est consacrée à la voile de compétition comme source d'innovation. Et avant d'accueillir mes invités, je vous invite à découvrir avec nous cette vidéo qui présente Multiplast, une entreprise locale, bretonne, puisque nous sommes à Saint-Malo, qui est très active dans la course au large, qui est spécialisée dans les matériaux composites et qui aujourd'hui travaille aussi dans le secteur de l'aéronautique. C'est une preuve de transfert de technologie du nautisme vers d'autres secteurs. Merci beaucoup. Multiplast a été créé en 1981, initialement pour réaliser ce qui va être un seul bateau de compétition. Très vite, les techniques ont évolué et un peu plus tard, le chantier a commencé à travailler dans différents domaines. Dans la mesure où ce sont les mêmes matériaux, les mêmes techniques que l'on utilise de la course au large vers d'autres domaines. La course au large est une source d'inspiration pour des domaines tels que l'aéro, par exemple, quand on a travaillé récemment sur la réalisation des fuselages pour Eviation. Traditionnellement, les fuselages d'avions sont fabriqués en rondelles, en tronçons, comme un multicoque, en 2 grandes moitiés, que l'on assemble au centre. Donc typiquement, c'est notre savoir-faire dans la course au large qui a été décliné dans une fabrication aéronautique. Nous réalisons des éléments de fuselage pour l'aéronautique, nous réalisons des coiffes pour des lanceurs pour une société allemande, des simulateurs de vol, des simulateurs de conduite automobile, mais également des grandes voiles pour les chantiers de l'Atlantique, pour décarboner le transport maritime. Nous avons également une activité au travers de notre filiale Plastéol, une activité d'entretien de pales d'éoliennes, et puis une activité dans l'architecture au travers de projets comme la cathédrale orthodoxe que nous avons réalisée pour Jean-Marie Villemotte et Bouygues Construction.
sommes ici devant un des panneaux du projet Solid Sail. Ce sont des voiles de 1200 m², qui sont des gréements qui vont servir à décarboner le transport maritime dans les prochaines années, et sur des paquebots et sur des cargos. Le panneau que vous voyez là fait 22 mètres de long par 6 mètres de haut et représente le petit panneau que vous voyez au bas de cette voile. Le travail des composites est un métier pénurique en Bretagne Sud aujourd'hui. Il y a beaucoup d'activités, techniciens, opérateurs dans le composite. Il y a beaucoup de travail dans ces domaines-là. Et donc si je devais donner un message, c'est venez nous rejoindre, vous ne vous ennuierez pas. Merci de nous retrouver. Donc, on vient de voir comment est-ce que la voile s'invite dans d'autres secteurs d'activité. Donc ici, la voile dans le shipping. Pour parler de l'innovation venue de la course au large et de la compétition, j'ai avec moi Marie Gendron. Bonjour, vous êtes navigatrice et ingénieure matériaux. Vous avez une double casquette. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Jean-François Cuzon, vous êtes le fondateur de l'entreprise Pixel sur Mer. Vous allez pouvoir nous parler d'instrumentation et de foil, dont nous avons parlé un peu plus tôt. Et enfin, Gaëtan Gouérou, merci de nous rejoindre, de la société CIA pour AI. Pour l'intelligence artificielle. Vous allez nous en parler tout à l'heure plus longuement. Je vais commencer par me tourner vers Marie Gendron, puisqu'on vient de voir une entreprise qui vient du nautisme et qui s'est tournée vers l'aéronautique. Pour vous, c'est l'inverse. Vous êtes ingénieur composite, vous avez travaillé pour Airbus pendant 2 ans et vous êtes revenu à votre passion, la course au large, en Mini 650. Vous présentez ça comme le baccalauréat de la course au large. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors tout à fait, moi j'ai fait le parcours inverse, ouais, c'est ça, j'étais dans l'aéronautique au départ, un petit peu dans la voile aussi, et maintenant beaucoup dans la voile et plus du tout dans l'aéronautique. De par un petit peu aussi mes valeurs, en fait j'avais du mal à concevoir la consommation qu'on avait de carbone et de quantité de matériaux qu'on utilise pour les avions, et venant d'une formation en master en ingénierie des structures composites, c'est là que je me suis dit on a peut-être des choses à faire et on a peut-être d'autres choses à voir. Et donc, notamment la course au large, en tout cas en Mini 650, c'est des bateaux qui font 6,50 m de long et qui sont des miniatures des IMOCA. On peut être des bancs de test qui sont quand même beaucoup moins chers que des bateaux à aussi grande échelle. Donc, nous, on peut être des petits bancs de test pas trop chers, et tout en s'amusant aussi. Donc, voilà l'intérêt. Vous n'êtes pas au départ de cette course de la route du Rhum, mais vous avez construit vous-même votre tout premier navire, et c'était en fibre de carbone. Et à la suite de cette expérience, vous avez décidé pour votre deuxième embarcation de travailler sur la fibre de lin. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce changement ? Alors le premier bateau, en fait, j'ai réussi à le construire avec uniquement des déchets, en fait, de la fibre qui devait partir à la poubelle. Et avec toute cette quantité, j'ai réussi à en construire un bateau quasi tout entier, donc c'est quand même intéressant. Et donc le deuxième bateau, je suis restée dans cette optique et dans cette volonté de changer un petit peu de nos productions. Et donc là, je me suis orientée vers une autre fibre, qui est la fibre de lin. J'ai pas voulu aller vers de l'innovation telle que des foils cette fois, mais plutôt aller vers de l'innovation, ou en tout cas continuer de chercher un petit peu de quelle façon on peut consommer, produire autrement. Et donc là, voilà, je me suis orientée plutôt vers la fibre de lin. C'est une fibre où on a déjà un petit peu plus de connaissances, un petit peu plus de bagages aussi. On commence à en avoir un petit peu plus. Et donc, voilà, j'ai voulu aller dans cette direction. Votre recherche d'innovation, pour vous, c'est de réussir à trouver les mêmes performances, parce qu'on sait que la fibre carbone, elle est légère, elle est résistante. Par exemple, pour des foils, c'est essentiel parce que c'est soumis à des pressions très importantes. Donc vous, vraiment, votre démarche d'innovation, c'est comment est-ce que je peux réduire l'impact environnemental de ma course et de mon navire ? C'est ça. En fait, ici, on est dans la course au large. Donc, le poids est quand même le paramètre clé pour être performant. Et en fait, dans ce projet, j'ai voulu voir où est-ce qu'on peut situer, où est-ce qu'on peut pousser le curseur du changement de ces matériaux tout en restant compétitif et performant. Donc, évidemment, on ne révolutionne pas la course au large, on ne révolutionne pas l'impact non plus du bateau, mais du moins, par rapport à la complexité qu'il y a de la course, aux règles qui sont encore en cours dans nos règlements, dans nos jauges et dans tout ça, où est-ce qu'on peut déjà pousser le curseur pour aller faire ces modifications-là. Et donc avec mon architecte, on a vu que sur un bateau qui pèse 750 kg, 800 kg, on s'est dit, bon, si on met 5 kg de plus, c'est pas un drame. Qu'est-ce qu'on peut changer dans le bateau pour 5 kilos de plus? Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plein d'éléments dans le bateau. Il y a des verticaux de cockpit, il y a toute une cloison, il y a tous les couvercles de ballast, d'un sub, pardon.
des capots, des portes. En fait, il y a quand même beaucoup de choses pour un si petit bateau. Et au final, un poids qui est... c'est lissé totalement sur le poids du bateau, ça ne se voit pas, en fait. Merci. De votre côté, Gaëtan Gouérou, vous avez une entreprise donc, qui s'appelait BSB Marine jusqu'à il y a peu, qui aujourd'hui s'appelle CAI pour l'intelligence artificielle, puisque vous faites une vision intelligente assistée par l'intelligence artificielle pour qu'elle aide à la lutte anti-collision. En fait, votre intelligence artificielle repère les obstacles. Oui, tout à fait. Donc, on utilise cette intelligence artificielle dans la course au large depuis maintenant 4 ans, parce que nos premiers systèmes ont été développés pour la dernière route du Rhum. Et finalement, on fait un peu ce qui se fait partout, c'est on fait appel à cette intelligence artificielle qui reproduit ce qu'on lui a appris. Et avec une capacité de mémoire phénoménale et une capacité d'analyse qui s'améliore d'année en année avec des développeurs qui développent des algorithmes de plus en plus intéressants. Et tout ça permet de prendre des décisions très rapidement et d'aider le skipper. Tout à l'heure, Michel Desjoyaux rappelait que quand on est seul sur un bateau, c'est un peu plus compliqué. Donc nous, on facilite la tâche. C'est une vigie, parce que vous avez des caméras, vision nocturne, vision diurne, et elle va repérer si on a un container à la dérive, si on a un OVNI, un objet flottant non identifié. Enfin, elle réussit à capter de quoi il s'agit, même dans des conditions de houle. Oui, alors, cette intelligence, si vous voulez, analyse l'image. C'est pour ça que c'est une intelligence, c'est une intelligence artificielle qui fait de la vision artificielle plutôt que d'avoir un opérateur derrière un écran. On a cette intelligence qui travaille et qui repère les anomalies sur l'eau. Et comment dire, on lui apprend à reconnaître ce que c'est qu'un bateau, une bouée, un conteneur. Et quand elle a suffisamment d'éléments, effectivement, elle peut donner un nom à cette anomalie et on est sûr d'avoir repéré quelque chose. Et c'est essentiel, vous le disiez, en solitaire ou pour toute traversée en mer, parce que ce type de collision, ça peut mettre fin à une aventure alors qu'on était premier de la course et soudain collision et c'est terminé aux vitesses auxquelles vont les navires. Oui, alors je ne sais pas si notre système permettra d'éviter toutes les embûches parce qu'elles sont nombreuses, mais c'est sûr que cette collision, elle fait peur à tout le monde. Je pense que tout le monde développe un bateau qui structurellement doit tenir le coup et c'est vraiment stupide effectivement de tout casser suite à un choc qui lui par définition est imprévisible. Et à l'avenir, cette technologie du coup d'intelligence artificielle et de caméra, elle pourrait accompagner le développement des navires autonomes dont on commence à parler, des navires sans pilote, où il y aura toujours des hommes à bord, mais elle aidera aussi à optimiser les trajectoires et à éviter ces collisions. Tout à fait. On a beaucoup parlé de la voiture autonome. C'est d'ailleurs, l'inventeur du système qui s'appelait Oscar avant est un ingénieur automobile on parlait de transfert de technologie tout à l'heure. Donc on a été chercher de la technologie dans l'automobile pour développer notre système. Et effectivement, on s'inscrit dans le développement de la marine où effectivement on peut voir des drones ou des navires autonomes et c'est vraiment des secteurs qui sont en plein développement. Vous parliez de la naissance de votre besoin, c'est venu vraiment d'un besoin du terrain, un plaisancier qui a dit « mais je ne vois rien la nuit, comment c'est possible qu'il n'existe aucune solution ?» Oui, c'est un plaisancier. Alors les plaisanciers, pour la plupart, ne naviguent pas la nuit, donc lui, en tout cas, c'était effectivement son cas, et il a été très très impressionné de savoir qu'on pouvait en fait avancer sans savoir ce qui se passait dedans. Il a cherché un système, il ne l'a pas trouvé, donc il l'a développé avec cette connaissance qu'il avait pu acquérir dans le milieu de la voiture autonome et avec l'idée de faire appel à des technologies et à des systèmes développés pour de la grande industrie, c'est-à-dire utilisables à des prix abordables. Ce qui est aussi important. Parce que... Offrir une vision nocturne et intelligente à ces navires, nocturne et diurne, les deux. Les deux. Jean-François Cuzon, de votre côté, vous avez créé Pixel sur mer, donc c'est une société qui vient gérer toute la gestion des données, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec tous les capteurs sur les navires, il y a énormément d'informations, et vous gérez l'intégration de ces données pour une meilleure navigation. Oui, tout à fait. Pixel sur mer, c'est une société que j'ai créée en 2008, après un passage chez Michel Desjoyaux, justement, pour sa route du Rhum 2002. Et oui, notre but, en fait, c'est de proposer des solutions innovantes en système embarqué pour apporter plus de performance et de sécurité aux bateaux à voile et au moteur. Donc on a une équipe de passionnés du monde maritime et ce qu'on cherche, c'est à innover
à innover au service des marins. C'est pas forcément mettre de l'innovation à tout prix, c'est tout de suite avoir une application. On sait que le milieu a beaucoup évolué ces dernières années, et d'accompagner ces innovations en automatisant certaines choses, en rationalisant d'autres principes, c'est quasi indispensable pour apporter de la sécurité et puis pour mener ces bateaux de course qui sont devenus de plus en plus rapides. Notamment pour la navigation sur foil. Ça fait partie de toutes les instrumentations qui permettent ce décollage et ce maintien au-dessus de l'eau du navire. Oui, la grande révolution, c'est en 2013 sur la Coupe de l'América, et c'est ce qui a lancé la démocratisation du foil. Qui dit voler en foil, on parle de performance pour réduire le frein que génère l'eau, mais on dit aussi sécurité, parce que quand on vole, on peut se cracher de plus haut, on est entre l'air et l'eau. Et donc tout ça, sans assistance, ça en devient compliqué, c'est pas accessible à tout le monde. Et donc nous, ce qu'on apporte, c'est des différentes solutions. Alors on parle d'instrumentation, c'est vrai que, à titre d'exemple, un bateau des années 2000, on avait à peu près une trentaine de capteurs sur le bateau. Aujourd'hui, sur les plus grands bateaux, comme les ultimes, on est entre 500 et 600 capteurs. Donc on ne traite pas de la même façon tous ces capteurs à bord. Il faut des systèmes qui les analysent, qui pourront ressortir des données exploitables par le skipper pour qu'il préserve toute la structure de son bateau, pour qu'il se préserve lui-même, pour qu'il apprenne à connaître son bateau. Et donc on déploie énormément par exemple, de fibres optiques dans les matériaux composites pour avoir une cartographie en direct de l'ensemble des déformations du bateau et éviter de casser. Ils captent quoi tous ces capteurs? C'est la météo, c'est les conditions, c'est l'effort sur les matériaux, enfin, c'est énorme ce nombre de capteurs. Oui, c'est vrai que tout s'est accéléré en termes d'innovation et le champ des possibles est devenu très large avec la miniaturisation de l'ensemble des systèmes électroniques et des capteurs. On parle de la communication satellitaire. Maintenant, une donnée qui est à bord, qui est générée à bord, elle est traitée à bord, utilisée par les marins, envoyée à terre lorsque c'est autorisé, visualisée sur des plateformes web, analysée, et après, quand c'est possible, on peut renvoyer l'information pour en fait enlever un peu ça du marin et que le marin puisse se concentrer sur des choses qui sont essentielles pour garantir l'intégrité de son bateau, définir sa route, et il a de nombreuses choses à faire. Donc c'est de l'accompagnement en fait des marins pour qu'il reste se concentre sur sa plus-value première. Et comme Gaëtan Gouérou, votre système donc, qui est développé dans ces conditions extrêmes qui sont celles de la course au large, qui ont été optimisées vers la performance, aujourd'hui elles peuvent se développer sur d'autres secteurs d'activité. Oui, c'est ce qu'on a. On a pris un virage il y a quelques. Enfin, un virage, une voie parallèle, parce qu'on s'est rendu compte que tout ce qu'on développait pour ces bateaux de course, on voit bien le boom technologique qu'il y a eu ces dernières années. Tout ce qu'on a développé, c'est un vrai laboratoire d'idées et de développement. C'est un milieu où le développement est très rapide parce que le bateau d'essai, c'est à la fois le bateau de course et les itérations pour développer vont très vite. Donc on a développé toute une gamme de produits pour la gestion de la donnée à bord, pour le pilotage intelligent. On parle aussi beaucoup du vol des bateaux qui se démocratise de plus en plus dans le milieu de la voile, mais dans le milieu maritime aussi. Et tout ça nous amène à prendre d'autres voies que la course au large et la course à la voile dans le cadre de la décarbonisation des transports maritimes, dans le cadre de l'utilisation et le monitoring des matériaux composites de manière plus générale. Et donc, ouais, c'est très intéressant. Pendant que nous parlions, on a reçu une première question. Donc n'hésitez pas, vous qui nous regardez, à envoyer vos questions sur notre chaîne YouTube. On me demande si on sait combien il y a de collisions entre les navires de course et les cétacés, et aussi ce qu'on peut faire pour les éviter. Il me semble que tous les deux, Gaëtan Gouérou et Jean-François Cuzon, vous avez un projet commun sur cette question des cétacés. Est-ce que l'un d'entre vous peut répondre parce que Je pense qu'on va répondre tous les deux. Écoutez, les cétacés, c'est vraiment c'est un sujet complexe parce que on peut faire quelque chose pour ce qui nous concerne nous. Si on le voit, il a besoin d'être en surface. Alors on réfléchit à trouver un capteur supplémentaire qui nous permettrait de savoir ce qui se passe sous l'eau. Et pour l'instant, on voit beaucoup mieux
à la surface de l'eau que sous l'eau. Donc on y réfléchit, bien sûr. Vous dire combien de collisions, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit la course au large qui en fasse le plus. En tout cas, c'est elle qui fait en parler le plus. Ça c'est sûr. Donc bien sûr, c'est un sujet qui nous préoccupe et c'est une détection qui entraînera une manœuvre et cette manœuvre, on la traite avec Pixel-sur-Mer. Et là, je passe le relais à Jean-François qui pourra peut-être en dire 2 mots. Un capteur de plus. Oui, alors nous, on est plutôt pas sur la partie capteur, et c'est vrai qu'il y a eu des évolutions importantes depuis 10 ans sur la détection de l'OFNI. Alors pour revenir sur les cétacés, c'est vrai que le cétacé sous l'eau, l'approche aujourd'hui, on n'a pas trouvé de moyen de détecter sous l'eau et de connaître sa trajectoire. En plus, les bateaux de course ont des surfaces immergées de plus en plus petites, donc difficile de déployer des capteurs dans ce cadre-là. Donc l'approche au niveau du cétacé aujourd'hui, c'est de fonctionner avec des répulsifs pour écarter les cétacés du navire. Et puis ensuite, oui, des OFNI, il y en a plein. Il y a des bouées qui dérivent, il y a des containers, il y a des bulles de bois. Et donc, l'objectif, c'est avec des capteurs comme Oscar, mais avec d'autres aussi, c'est d'essayer d'identifier de manière sûre la présence d'une cible à un endroit qui se déplace de telle façon, et c'est de définir une trajectoire d'évitement. Parce que les bateaux, on a des calculs, hein, un ultime lancé à pleine vitesse, le temps de réaction avec une détection dans un état de mer moyen, il faut une réaction dans les 10-12 secondes pour l'éviter. Donc c'est très rapide, et donc il y a toute une automatisation à faire pour éviter cet obstacle de manière efficace, sans mettre le bateau à l'envers non plus, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec un bateau à voile de cette taille-là. Pour revenir vers vous, Marie Gendron, sur cette question aussi des collisions avec les cétacés, vous qui cherchez à limiter votre impact pour l'environnement, c'est la construction et c'est aussi forcément la défense de la faune, de la flore marine. Est-ce que vous y réfléchissez aussi quand vous cherchez comment concevoir votre navire et comment gérer vos courses? Alors, nous, en mini, c'est assez facile et rapide dans le sens où on est les bateaux les plus dépourvus d'électronique en fait. On n'a pas de cartographie à bord, on n'a pas de moyens de communication à part la VHF entre les bateaux. L'Iridium, ça n'existe pas à bord. Donc en fait, j'ai envie de dire, on est des bateaux où on essaie de faire attention à notre pratique dans le sens où on essaie d'être le plus neutre possible. Et là, en l'occurrence, ne pas mettre des capteurs partout dans le bateau, forcément, ça fait ça de moins de consommer. Donc, on est vraiment la base de la course au large le plus simple possible. Et on essaie de rester le plus simple et le plus, le plus neutre possible. Cette neutralité, on va essayer d'en parler tout à l'heure dans notre deuxième table ronde sur la réduction de l'impact environnemental de la course au large. Merci à tous les trois pour vos éclairages sur les innovations technologiques liées à la course au large. Merci. Et nous allons passer à la deuxième table ronde consacrée à l'impact environnemental de la course au large. Et avant d'accueillir mes invités, je vous invite à découvrir cette vidéo d'Arthur Vaillant et son ultime Mieux, qui réfléchit justement à comment est-ce qu'on peut limiter l'impact de la course au large, des matériaux, des équipes. Donc voilà, je vous laisse découvrir ce sujet. Je m'appelle Arthur Levaillant, je suis navigateur, j'ai 34 ans et ça fait une vingtaine d'années que je fais de la course, de la régate. Et là, je me prépare pour participer à la prochaine route du Rhum sur ce grand bateau qui est juste derrière moi de 32 mètres, un ultime, qui s'appelle Mieux. Mieux, c'est un collectif d'entrepreneurs qu'on a réunis autour de cette envie de mieux entreprendre, de mieux consommer, de mieux comprendre le monde. Il fallait qu'on soit beaucoup plus transparent sur notre modèle et beaucoup plus clair sur nos impacts et montrer qu'on avait un champ de progression très grand sur différents sujets. L'AVAC, c'est une association qui a environ 2 ans maintenant. Elle a été créée par des femmes et des hommes qui se sont retrouvés autour de cette idée de se dire que la course au large avait un rôle à jouer qui devait aller beaucoup plus loin que juste la performance sportive. Il y a une démarche de formation. On a besoin que nous, les marins, si on veut être rayonnants sur différents sujets, on a besoin de mieux comprendre le monde pour mieux s'engager. Et que tout l'écosystème de la course au large prenne bien conscience de l'impact qu'ils avaient. Donc on a essayé de pousser pour que les organisateurs de courses mettent en place différentes normes environnementales.
Mettre en place des éco-ratings demain, c'est-à-dire que demain, ce ne sera peut-être pas celui qui aura été le plus rapide, qui aura fini en premier, qui sera premier, ce sera peut-être celui qui aura consommé le moins d'énergie à bord des bateaux, celui qui sera plus responsable avec ses teams à terre, et donc on aura des classements qui seront un peu différents de ce qu'on a vu aujourd'hui. Ce qui est important de se dire aussi dans la course au large, c'est que nos bateaux n'ont jamais consommé autant de richesses pour la construction et pour l'utilisation. Ils devraient être complètement autonomes en énergie renouvelable, par exemple. Ce bateau sur lequel on est aujourd'hui, c'est un bateau de course. Demain, ça deviendra peut-être un bateau de transport à la voile. Il y a le fait de se dire que moi, sur mon bateau, j'essaie d'interdire au maximum les bouteilles en plastique. Donc pour moi, pour mes sponsors, pour mes équipiers et pour mon team, la course au large, c'est une course et c'est des projets qui sont des projets médiatiques. Utilisons cette médiatisation pour mettre en avant différents engagements comme ces sujets sur les déchets. Cette démarche d'être le plus sobre possible, d'être le plus écologique possible, de tendre à avoir beaucoup plus d'éthique, ça peut être fun, ça peut être joyeux, ça peut être assez magique et c'est l'est déjà. Pour parler de cette thématique de la réduction de l'impact environnemental de la course au large, j'accueille mes 3 nouveaux invités. Fanny Yos, bonjour, vous êtes ingénieur matériaux chez Merconcept et vous allez pouvoir nous parler de vos projets. À côté de vous, Mathieu Gallou, bonjour, Galliou, ingénieur analyse du cycle de vie et éco-conception pour le cabinet EVA. Nous présenterez vos projets. Et enfin, à côté de moi, Damien Foxal, bonjour. Vous êtes le responsable programme développement durable de l'équipe 11th Hour Racing, avec l'accent anglais, puisque vous êtes d'origine anglophone. Est-ce qu'on parle de cette réduction de l'impact environnemental, mais quel est-il déjà? De votre côté, vous avez analysé l'empreinte carbone de la construction d'un IMOCA. Est-ce que vous pouvez nous dire laquelle elle est, pour qu'on ait un fait, pour commencer? C'est vrai qu'en fait, quand on parle de l'impact environnemental, il faut savoir de quoi on parle. Il faut mesurer d'abord pour après faire la bonne action, réaction. Et donc, en préparation pour le prochain Ocean Race, qui aujourd'hui va partir en IMOCA, on a fait un ACV, analyse du cycle de vie, de procéder dès le plan d'architecte jusqu'à la mise à l'eau. Donc, c'est-à-dire tous les composants, inclus les moules, la coque, le pont, les mâts, l'électronique, tout ce qui va avec. Donc, bref, 550 tonnes de gaz à effet de serre pour un bateau mis à l'eau. Sur la construction uniquement? Dès le plan d'architecte jusqu'à la mise à l'eau. Donc, voilà. En comptant le moule aussi, parce qu'il n'y a pas seulement le bateau, il y a le moule dans lequel il va se fondre, donc tous les outils utilisés pour un IMOCA. Et les IMOCA ne sont pas les plus grands. On a vu ici à Saint-Malo, à la route du Rhum, pour rentrer dans le port, les ultimes, devoir passer un peu au centimètre près dans les écluses. De votre côté, chez EVA, vous avez tenu compte de cette étude, mais aussi d'autres études pour mettre un peu en parallèle les différentes analyses du cycle de vie et aussi l'augmentation qu'on a pu voir de la consommation d'outils, de carbone, de richesse, comme on le disait dans la vidéo précédente. Oui, alors on a fait en fait de la bibliographie classique, sur des études qu'on réalise en analyse du cycle de vie. On essaie de voir l'état des lieux avant de commencer, histoire d'avoir forcément des références. Donc 11th Hour a servi de référence sur plusieurs classes comme les IMOCA. Et on s'est rendu compte en fait, que sur les dernières années, sur des études avec des périmètres un tout petit peu différents, mais il y a une tendance quand même assez importante de l'augmentation de l'impact. Donc soit par le choix des matériaux, les bateaux étant relativement de la même taille, c'est que forcément quelque part il y a une augmentation, donc soit avec des appendices différents, soit des matériaux différents, soit des usages différents. Vous parlez de matériaux, du coup je me tourne vers vous, Fanny Yos. Tout comme Marie Gendron, vous travaillez sur l'intégration de la fibre de lin sur des Mini 650 et aussi sur des optimistes pour essayer de sensibiliser dès le plus jeune âge sur cette question du choix du matériau pour un navire. Quels sont vos travaux au sein de Merconcept? Oui, en effet, donc on a d'abord commencé par un petit optimiste qui s'appelle l'Optiflax, qui a été réalisé pour Airplast. Et en fait, l'objectif, c'était en effet, d'une part, d'enseigner la voile pour les plus jeunes. Donc, il a été réalisé en fibre de lin. Et c'est aussi, du coup, un super support pédagogique pour sensibiliser les futurs skippers aux enjeux climatiques. Et ça aussi, en pratique, puisqu'il a déjà été exposé et a déjà navigué, une source de questionnement pour les parents des enfants.
Et on a également aussi démarré et terminé une préétude en fait sur un mini 650 justement en essayant d'actionner, en tout cas de choisir d'autres matériaux que ceux qui sont actuellement utilisés pour les mini de série. Et donc là, l'objectif était un peu plus large et était vraiment d'essayer de proposer ou enfin d'essayer de trouver des solutions pour essayer de diminuer l'impact environnemental en fait d'un mini 650. Est-ce que vous avez pu justement faire cette analyse de cycle de vie dont on parlera beaucoup aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce que ça apporte de substituer à la fibre carbone de la fibre de lin, et est-ce que pour toutes les pièces on peut vraiment le faire? Alors nous, sur un mini de série, en fait, on a comparé, la mini série c'est fait en fibre de verre. Et donc déjà, la première chose que l'analyse de cycle de vie nous a permis de comprendre, c'est que sur la phase de construction, les matériaux, en fait, c'est le pôle le plus impactant. Et donc, du coup, en plus, c'est un levier qu'on pouvait mettre en place au sein de Merconcept. Donc, on a vraiment décidé de se concentrer là-dessus. Et après, du coup, sur cet ACV, on a essayé de comparer différents matériaux et notamment, on s'est dirigé vers la fibre de lin. Et finalement, en essayant, du coup, avec ces choix, on a réussi à montrer que c'était possible d'être aussi performant qu'un mini de série à poids égal. Et du coup, en réduisant les impacts environnementaux sur la phase de construction. Et au-delà de la construction, c'est aussi, et de l'opération du navire, c'est aussi sa fin de vie. Et aujourd'hui, ce sont des composites qu'on ne peut pas forcément recycler. Quelle est l'issue? Mon navire, on en parlait tout à l'heure, tous les 4 ans, on change de navire. Alors, qu'est-ce qu'il devient, l'ancien? Ça dépend des gestions. C'est vrai qu'en prenant le sens du terme recyclage, en fait, les matériaux d'un bateau en fin de vie, ils ne sont pas réutilisés pour construire des nouveaux bateaux. Donc ça, c'est vraiment le sens de recyclage, donc vraiment faire une boucle. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. C'est des travaux évidemment qu'on mène aussi également sur la fibre de carbone, parce qu'il y a plusieurs méthodes pour les recycler. Il y a un recyclage mécanique, un recyclage chimique avec des solvants, ou un recyclage par pyrolyse en augmentant vraiment fortement la température. Donc l'objectif, c'est vraiment pour nous, en tout cas, d'essayer de trouver la meilleure méthode pour nos matériaux de la course au large. Après, on voit que vraiment, il y a une prise de conscience et il y a une volonté de la part des entreprises, des skippers aussi, d'utiliser des matériaux recyclés et aussi de recycler les matières. Et de ce fait, cette demande génère vraiment un développement de nouvelles entreprises, de nouvelles techniques. Et finalement, en fait, en faisant partie de la course au large, on est médiatisé et du coup, c'est vraiment nous qui créons cette demande et ce développement. Et ça, c'est chouette. Vous parliez de réemploi. De votre côté, Mathieu Galliou, au sein d'EVA, vous travaillez notamment avec Armel Tripon sur ces travaux pour, entre autres, récupérer des matériaux de l'aéronautique qui seraient déqualifiés de l'aéronautique, mais qui en réalité peuvent toujours être utilisés, ces fameux rouleaux pré-imprégnés. De quoi il s'agit? Alors en fait, sur le projet, ça a été amené qu'a priori, il y avait un énorme sourcing en fait, sur de la fibre de carbone, donc qui les normes aéronautiques qui sont quand même relativement exigeantes, ce qui rassure tout le monde pour prendre l'avion. Et on se retrouve en fait à se dire, en fin de vie, quand elles sont déclassées pour l'aéronautique, comment on pourrait les valoriser? Donc on se retrouve avec ce qu'on peut qualifier d'un gisement de matière. Et donc l'objectif, c'était de les réemployer dans des bateaux, donc soit en fait de classe 40, les IMOCA ou autres. C'est un peu la finalité, c'était d'essayer de voir comment on pourrait les réintégrer dans le bateau. Donc comme parlait Fanny, justement sur l'intégration un peu cycle de vie. Donc là sur du réemploi de matériaux. Et donc là, l'objectif, c'est d'essayer d'évaluer le gain potentiel environnemental. Donc là, c'est là où on intervient. C'est d'analyser justement le gain potentiel que peut représenter en fait le réemploi d'une matière qui, si elle est enfouie, va représenter de l'impact et ne pas du tout être valorisée. Donc là, on retarde, voire on diminue grandement en fait l'impact de cette fibre. Et même pour le bateau, on considère que du coup, en fait, on ne fabrique pas de la fibre de carbone vierge spécifiquement pour ce bateau, mais on va en fait en réemployer une qui est déjà existante et destinée en fait à être enfouie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, cette histoire de rouleau pré-imprégné? C'est un peu comme du scotch. Alors... Scotch amélioré. Voilà, on va dire du scotch amélioré. En fait, ça va être des films en fait, avec de la fibre et de la résine,
qui va déjà être en fait donc imprégné et qui peut se mettre sur un moule, donc le moule comme vous l'avez présenté du coup au préalable sur le bateau. Et donc ces couches en fait successives vont être mises en place, après chauffées, pressées et donc mises en forme par rapport au bateau. Et donc en fait elles sont déclassées pour l'aéronautique pour diverses raisons, soit parce qu'elles arrivent en fait à des dates limites de péremption pour l'aéronautique, soit parce qu'elles sont trop courtes pour les pièces de l'avion, mais donc qui peuvent quand même suffire pour fabriquer des pièces de bateaux spécifiques. Ou enfin parce qu'en fait elles ont certains impacts et du coup sont déclassées en termes de qualité pour l'aéronautique, mais en fait cet impact peut être redécoupé et comme un patchwork qu'on collerait en fait sur le bateau pour des zones spécifiques où les contraintes comme la navigation en haute mer en amène peut quand même répondre à ces exigences-là. Même pour les foils ou pour les foils, il faut vraiment quelque chose de très spécifique? Alors là, j'ai pas étudié sur cette partie-là techniquement spécifiquement, mais après donc voilà sur les foils qui sont à base fibre de carbone pour une bonne partie d'entre eux. C'est une étude qui pourrait se développer, donc ça serait à valider en amont. Là, je ne m'avancerai pas trop sur le sujet. Okay, merci. Et au-delà de la construction du navire, Damien Foxall, si on veut parler ensemble aussi d'un autre impact, c'est toute la question des équipes autour, des réglementations des courses, des réglementations des classes. Donc, est-ce que pour réduire l'impact des navires et des courses, il ne faut pas aussi réfléchir aux règles du jeu? Mais, je vais revenir à quelque chose qu'a dit Michel tout à l'heure. C'est en fait... il faut d'abord commencer par nos propres secteurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas apporter des leçons aux autres. Donc là, par exemple, je représente une équipe. Nous sommes dans la classe IMOCA. D'abord, nos actions, c'est de comprendre nos impacts. Donc, par exemple, 550 tonnes de gaz à effet de serre lors de construction de bateaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Donc, ça part des règles de la classe. Après, après mettre ça dans un plus grand écosystème, c'est-à-dire la course au large, c'est vrai que la construction de bateaux, ça représente à peu près 20 ou 25% d'une opération sur 4 ans. Donc, c'est vrai que là, on peut avoir une discussion, on peut imaginer entre les classes et les événements, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer un petit peu les opérations sur place. C'est un quart de l'empreinte carbone, c'est la construction. Voilà, et tout le reste, c'est l'opération du navire. C'est l'opération du navire, c'est les opérations lors des événements, les déplacements, et surtout les logistiques. Parce qu'une course en aller simple, il va bien falloir que le retour se fasse d'une manière ou d'une autre. Donc ramener le navire, ramener les équipes, souvent par avion, par cargo, ça fait aussi partie de l'impact. Oui, mais après, maintenant, il y a toute une discussion autour de ça pour les différentes classes, parce qu'il y a des bateaux qui sont faits pour naviguer dans les deux sens et certaines, peut-être comme les mini, qui sont un peu plus difficiles à imaginer faire un aller-retour. Mais en fait, c'est tout un écosystème où je pense que chacun a des clés et des façons à réagir. Si je parle de construction de bateaux, 550 tonnes, ça devient de où? On parlait de matériaux tout à l'heure. Pour construire un IMOCA qui est à peu près 8 tonnes et demi, 9 tonnes, ça prend 34 tonnes de matériaux. Ça veut dire qu'il y a 25 tonnes qui partent quelque part. Donc, ou ça part en déchets, ou on doit essayer de recycler. Et là, on va revenir aujourd'hui à la problématique de recyclage de carbone. D'économie circulaire. Entre-temps, j'ai reçu une question du public, et ça tombe bien parce que derrière nous, on voit le village. C'est un internaute qui se demande quelle est la part des événements, genre comme ici le village de la course, sur l'impact, parce que la course en elle-même est une chose, mais tout le décorum qui est construit autour. Alors je ne sais pas qui veut répondre là-dessus, sur est-ce qu'on a chiffré au moins une idée de ce que ça représente? En fait, ça dépend vraiment de l'événement. Effectivement, là, le Route de Rome, ici, c'est un grand événement. Il faut imaginer que s'il n'y a pas cet événement-là, qu'est-ce qui va se passer d'abord? Parce que ce n'est pas un vide. Hein, et puis, ça porte plein d'autres valeurs aussi. Mais c'est vrai que si on compare aux constructions de bateaux, les événements, les opérations représentent le trois quarts. Donc, après, chaque événement va avoir son propre impact et c'est lié surtout au déplacement des bateaux, des équipes et des participants. Et de nous tous, finalement. Vous êtes tous ici pour cette route du Rhum. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus, Mathieu Galliot? Oui, c'est vrai que par rapport à l'événement, si
je crois avoir vu des chiffres, la route du Rhum l'année dernière, c'était comme 2 millions la dernière édition, c'était 2 millions de personnes qui étaient venues. Si on imagine que juste la moitié d'entre eux sont venus en voiture, on fait 100 km minimum, qu'il y a la moitié restante qui est venue en train et que personne n'a pris l'avion, en fait, on met en parallèle la construction et l'impact que ça représente, mais tous les événements autour. Après, c'est une question de périmètre. C'est compliqué et ça peut apparaître comme injuste d'imputer aux navigateurs dans leur recherche de diminution d'impact carbone, de leur dire, dans ce cas-là, faites des événements anonymes où personne ne vient et comme ça, personne ne va impacter encore plus la course. Mais voilà, c'est des questions de périmètre et c'est quand même à prendre en compte aussi dans tous les événements. Donc, comme a précisé M. Foxall. C'est un bras de levier, c'est une opportunité parce que c'est une opportunité de trouver des solutions à ces déplacements. Il faut plutôt voir plus une opportunité qu'un risque dans toutes ces discussions. Fanny Yost, vous parliez de pédagogie, c'est aussi une opportunité de pédagogie. Peut-être il y a énormément de familles. Quand on se promène là sur les quais de Saint-Malo, il y a des enfants, des personnes plus âgées, très divers. Est-ce que c'est pas l'occasion de passer des messages aussi? Si, complètement. Et d'ailleurs, en plus, l'optimiste, il est présent à Saint-Malo, devant l'hôtel de Merconcept. Donc, c'est vraiment l'objectif aussi d'initier un questionnement. Et puis, pourquoi pas aussi d'essayer de pousser à agir et d'avoir une volonté à faire quelques actions et au moins à prendre conscience. Évidemment, c'est un optimiste par rapport à tous les bateaux qui sont à l'eau. C'est pas du tout le même volume et le même type de bateau, mais c'est au moins essayer d'initier une démarche et d'essayer d'y réfléchir tous ensemble, d'essayer que le plus d'acteurs possible à y réfléchir pour que les impacts soient réduits collectivement et massivement. Merci beaucoup. C'est un bon mot de conclusion, je pense, pour cette table ronde. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Je vais réaccueillir Michel Desjoyaux pour sa conclusion, pour nous offrir son regard sur cette émission. Nous nous retrouvons avec Michel Desjoyaux qui a introduit cette émission. Michel, vous avez écouté les échanges, vous êtes resté près de nous. Est-ce que vous pouvez déjà là nous donner vos premiers retours à chaud sur les différentes, soit les innovations de la première table ronde et les différentes initiatives pour la réduction de l'empreinte carbone? Je crois qu'il y a maintenant une certitude, c'est qu'il faut qu'on s'occupe de ces sujets-là. Je crois qu'il y a déjà des gens qui le font, je dirais, naturellement et puis qui n'en parlent pas. On parlait avec M. Poupon d'un certain Francis Joyon, par exemple. Le directeur du pôle mer. Oui, directeur du pôle mer, futur ex-directeur d'ailleurs. Il y a des gens, par exemple, comme Francis Joyon, qui fait tout lui-même. Il a une toute petite équipe, il a un vieux bateau et ça ne l'empêche pas d'avoir gagné la dernière route du Rhum. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer de travailler. Et je crois que la course au large, on a la chance d'avoir une échelle de temps très courte et d'être obligé d'aller très vite parce qu'on est dans la compétition. Par contre, on se rend compte que la course au large est peut-être seulement au milieu d'une chaîne entre à un bout de la recherche fondamentale et puis à l'autre bout, je dirais, l'utilisateur lambda, peut-être le plaisancier, qui va pouvoir bénéficier de tout ce travail-là qui est fait. Et il y a plein de sujets qui sont à l'ordre du jour. Et des choses assez évidentes. La meilleure, c'est la palissade, mais l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc moi, si c'était moi, par exemple, j'aurais déjà tout éteint ici, puisqu'on a une lumière naturelle qui est largement suffisante. C'est pas très grave. Et pour continuer à travailler, vous avez aussi votre propre écurie qui s'appelle Mer Agitée, au sein de laquelle vous faites aussi de la R&D, de la construction. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les travaux que vous menez aujourd'hui et les recherches sur lesquelles vous avancez? Je pense qu'avec Mer Agitée, d'ailleurs, on doit être une des premières écuries de course à avoir déposé un brevet, puisqu'on a déposé en 2007 un brevet sur des pénons électroniques. Donc les pénons, c'est les petits brins de laine qu'il y a dans les voiles pour nous permettre de visualiser le réglage. Et je me suis tout de suite dit, ce truc-là, il va pouvoir nous servir aussi, sortir tout de suite du monde de la voile et aller, par exemple, optimiser le réglage des éoliennes, puisque une éolienne, c'est jamais qu'un profil orientable, d'ailleurs, dans le lit du vent. Et du coup, c'est directement un truc issu de la course au large parce que je voulais avoir un moyen de connaître le réglage de mes voiles depuis la cabine. Je voulais faire le Vendée Globe en chaussons. J'ai pas réussi cette fois-là, mais
Et du coup, déjà un dérivé vers des nécessités, je dirais, plus industrielles. Transfert de technologie. Voilà, du transfert direct de technologie, de la même façon que l'ABS qui a été inventé sur les voitures de course sert dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde pour ne pas se taper dans la voiture de devant quand on pile. Et Arthur Levaillant, dans le sujet vidéo, parlait de est-ce qu'on ne pourrait pas changer le tableau de classement et au-delà de uniquement la performance de vitesse, ajouter une performance d'éco-conception, de responsabilité sociale, environnementale. Vous voulez vraiment que Francis Joyon gagne une deuxième route du Rhum? Je suis partisane, pas du tout partisane. Ouais, je sais pas. Je suis assez dubitatif sur cette partie-là. Je crois on est déjà dans une démarche qui va dans le bon sens. Il y en a qui n'en parlent pas et qui le font depuis longtemps. Maintenant, l'inciter, l'expliquer un petit peu plus, le décortiquer, je trouve ça très intéressant. Par exemple, ce que fait aussi Armel Tripon en récupérant du matériau déclassé. Il y a plein d'initiatives et ça va dans le bon sens. Alors merci d'en parler et merci de permettre à ces gens-là de s'exprimer, de dire où ils en sont et de voir un petit peu, d'avoir des perspectives, parce que c'est surtout ça. C'est facile de critiquer. La question de votre auditeur, c'était oui, mais là, l'impact de la course, oui, mais bon, on fait pas de... À partir du moment où on fait quelque chose, on a un impact, on dégage du CO2 et le but du jeu, c'est de continuer d'avoir une vie, je dirais, raisonnable, mais plus raisonnée peut-être. Et vous, cette réflexion, cette optimisation, ce savoir-faire, vous l'avez aussi depuis toujours, parce que pour revenir plus loin dans votre histoire, vous êtes né aussi de l'ingénierie, de la construction dans les chantiers finalement, avant d'être sur les mers. Moi, je suis né dans le chantier d'entretien et d'hivernage de bateaux de plaisance de mes parents. À l'époque, les bateaux étaient en bois. On a vu l'arrivée de la fibre de verre et du polyester. Un peu plus tard, on a vu l'arrivée du carbone. Et puis, moi, j'ai eu la chance de pouvoir utiliser tous ces matériaux-là dans le chantier de mes parents pour faire des maquettes, pour faire des essais. Il y a plein de systèmes qu'on a vus quelques années plus tard avec un peu plus de moyens, avec... un peu plus de technologie aussi, et se dire, on avait déjà pensé à ça avant, mais on n'avait pas ce qu'il fallait, on n'avait pas toute la connaissance. Aujourd'hui, par exemple, on se rend compte que beaucoup de choses sont calculées par ordinateur, quand avant, il fallait faire des maquettes, du bassin de carène, de l'expérimentation en situation sur des bateaux. Là, par exemple, les foils aujourd'hui sont calculés, ils peuvent en tester plein et puis se dire celui-là, c'est le meilleur de toutes les évolutions qu'on a eues, juste avec du calcul numérique, ce qui n'était pas possible il y a quelques dizaines d'années seulement. Et parlant d'innovation et de ce qui pourrait arriver à l'avenir, pour en quelque sorte conclure cette émission, qu'est-ce qui vous manque pour faire une traversée en chaussons, comme vous le disiez, en termes d'innovation, de capteurs, de visées sous-marines? Il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez même faire traverser un bateau, alors peut-être pas cela, parce que par exemple, les winches, un bateau à voile, en théorie, d'après les règles de course, navigue à la voile et est poussé par le vent qui passe dans les voiles, et la manœuvre du bateau est faite par la force de l'équipage. Du petit bonhomme. Le pilote automatique est déjà une dérogation à cette règle-là. Les pompes de ballast, les pompes de quilles, certaines assistances sur des foilers, par exemple, peuvent être des dérogations ou pas. Il y a eu la discussion il y a 4 ans. Ici. Donc aujourd'hui, si on met des treuils électriques sur un bateau comme ça, on peut déjà traverser l'Atlantique de façon autonome. Un drone, par exemple, un drone à voile, ce serait tout à fait possible. Par exemple, la voile Michelin, l'aile Michelin sur laquelle je travaille avec Wizamo, est déjà complètement automatisée. C'est-à-dire que moi, quand je sors du port, je dirige le bateau parce que il ne me reste plus que ça à faire. J'appuie sur un bouton, la voile va se déployer comme il faut selon la force du vent qu'il y a. Et après, j'ai une manette des gaz qui va de la même façon, quand vous montez dans votre voiture, vous appuyez sur Start et après, vous partez en marche avant, puis vous accélérez ou pas. Je tourne encore une clé dans ma voiture avec un bouton Start. Mais non, mais on est là. Alors là, c'est pas automatisé pour automatiser, c'est automatisé pour permettre à un équipage sur un bateau de commerce d'utiliser cette énergie-là sans avoir trop à s'en occuper. Oui, les navires autonomes, c'est un peu
une forme d'avenir, mais je pense que pour la course au large, on a encore besoin, pour rêver, d'avoir des skippers, des hommes et des femmes à la barre des navires. Rassurez-vous, nous aussi, on rêve en y allant, donc on est content de continuer de faire de la voile. Et continuez à nous faire rêver. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, Michel Desjoyaux. Merci à tous nos invités. Merci beaucoup au Pôle Mer, aux marins et à Ouest France d'avoir contribué à l'organisation de cette émission. Nous étions et nous sommes toujours à Saint-Malo pour la route du Rhum. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous invite à continuer à suivre cette course. Merci beaucoup.